Donc, sans tarder, je passe la parole à Monsieur Bachir Halimi. Bachir Bachir. Démute-toi, Mr. Oui, Bashir. donc c'est mon tour pour parler. Sir Bachir, marhaba. Marhaba bekoum. Ça fait plaisir d'être là. Alors, Présentez Béchir, s'il te plaît, Ali. مازال بشوية دوقة تيميمو. voilà, Donc, je suis content d'être parmi vous et de profiter du côté positif du coronavirus. C'est voilà. lui qui nous a permis de nous rencontrer comme ça, sans avoir à se déplacer. Parce que c'est Ali, comme peut-être les autres aussi le savent, avait des événements organisés les années précédentes, mais à cause de toutes sortes de problèmes de logistique, de voyage, de conflits d'agenda, c'était très difficile avec les événements qui se passaient en Algérie. Mais cette fois-ci, comme vous pouvez voir, évidemment, chacun peut rester chez lui et participer à un événement agréable comme celui-là. Puisque c'est comme ça, c'est facile, chaque 2 mois, on va organiser un autre colloque. Voilà. Voilà, il ne faut pas trop pousser le bouchon, mais effectivement, c'est possible, oui. Donc, Sir Bachir, il va animer une conférence. Life is full of opportunities. Donc, la vie est pleine d'opportunités. Effectivement. Donc, Bachir est le président, Bachir Halimi est le président et fondateur de Speech Mobility, une société de logiciels télécom qui a mis au point le premier système téléphonique au nuage propulsé par une assistante virtuelle. Le produit est une plateforme de communication d'affaires innovante qui intègre la téléphonie intelligente, la reconnaissance vocale et la mobilité sécuritaire. Bachir Halimi est un visionnaire en technologie, est un créateur de produits avec une longue expérience en tant qu'entrepreneur à succès. Il a fondé 3 sociétés devenues leaders technologiques dans leur secteur. Bachir Halimi est l'architecte des technologies et produits développés dans ces entreprises. C'est en 1981 qu'il a lancé Alice Technologies, la société qui a arabisé l'ordinateur, qui a permis à des millions de personnes parlant l'arabe, il farisi ou urdu d'utiliser les ordinateurs dans leur langue. La technologie d'Alice a été achetée par Microsoft en 1986 et intégrée dans ses produits. En 1987, M. Halimi a fondé Mediasoft Telecom pour concevoir et commercialiser une plateforme d'application vocale interactive. La technologie a rapidement été adoptée par les opérateurs télécoms à travers le monde, dans France Télécom, AT&T et Bell Canada. Le géant de microprocesseurs Intel a investi dans Mediasoft en 2000 et Bell Canada a acheté l'entreprise en 2004. Bachir Halimi a donné des conférences internationales sur le traitement des langues complexes, des communications vocales et la cryptographie. Il est titulaire d'une maîtrise en sciences informatiques de l'Université de Montréal. Il a mis au point l'algorithme d'arabisation des ordinateurs qui a été breveté et utilisé dans les produits de sa première société, Alice Technologies. Merci beaucoup, Sir Bachir. Marhaba. Barakallahu fik, merci. Alors, aujourd'hui, moi, j'ai préparé une présentation essentiellement pour les jeunes qui sont à l'Institut, les jeunes qui ont l'avenir devant eux. D'abord, salam alaikum wa aidkum mabrouk. Hello everyone, very happy to be with you. Je vais vous donner la présentation en français, Azul Fallaoun, pour les berbères dont je suis. Et j'espère que cette histoire, qui est la mienne, puisse vous intéresser. Alors, sans plus tarder, l'histoire essentiellement, c'est pour vous dire que je suis un homme comblé, un des plus comblés de la Terre.
je dirais, chanceux, parce que toute ma vie, j'ai fait des projets que j'aime et qui me passionnent. J'ai toujours travaillé dans mes propres entreprises et j'ai bien gagné ma vie dans ces entreprises. Toutes mes idées ont fini par marcher à un moment donné et être achetées par des acteurs majeurs de l'industrie, comme l'a dit Célie dans l'introduction, ce qui m'a procuré surtout une immense satisfaction. Je suis donc ici pour partager avec vous cette histoire, surtout en espérant qu'elle vous inspire, elle inspire vous, les jeunes, à faire de même et à profiter d'une vie épanouissante. Je m'adresse à vous, les jeunes, surtout parce que vous aussi, vous êtes chanceux. Vous êtes aujourd'hui à l'écoute d'une histoire qui parle comment, à partir de rien, on peut aller loin. Vous êtes jeune et à l'université ou enfin à des études post-secondaires, l'avenir est devant vous. Mon message est pour vous dire qu'il y a plein d'opportunités. Il faut juste les voir et sauter dessus. Alors, je n'étais pas en train de partager mon écran, d'après ce que je vois. Je vais donc tout de suite aller le faire. Voilà. Excusez-moi, parfait. Et je pense que là, vous voyez mon écran. Oui, oui, c'est Béchir, c'est bon. Parfait. Alors, j'attends qu'il sorte là. Bon, moi, je ne le vois plus, mais... Pour l'instant, c'est un écran noir. C'est un écran noir. Je crois que si Béchir a un problème de connexion. Je crois qu'il faut relancer à nouveau le partage. Allô, allô. J'essaie de le joindre, je me rends 10 secondes. Et je pense Merci pour votre patience. Je reviens, je reviens. Oui, on t'entend, Béchir. Oui, oui, oui. Ben là, comme je vous ai dit, enfin, je pense que vous ne m'avez pas entendu. J'ai dit quand on prépare bien une présentation et on attend le moment pour cliquer, ben, Bill Gates nous a laissé comme héritage que tout d'un coup, il y a quelque chose qui se passe. Parce que ça lui est arrivé à lui aussi à quelques reprises. Alors, croyez-le ou pas, mais l'ordinateur, mon laptop a redémarré. Il a juste dit, enfin, il a dit login encore. Donc, il m'a sorti de tout. Voilà, mais bon, you cannot share your screen while the other participants. Il y a quelqu'un qui partage. C'est qui partage? Non. Ah, c'est peut-être your viewing. En fait, c'est toi. Non, c'est moi, Voilà. Parfait, ok, parfait. Allez. Voilà.
Parfait, comme ça. On n'a pas besoin de ça. Ici, slideshow. OK, est-ce que vous voyez? Oui, j'espère que oui. Not yet. Non, pas encore. Maintenant, je vais refaire un share. Là, ça arrive. Hein. Ah, très bien. Ah, c'est bon. Parfait, ben là, on va voir que ça sort. Il faut que ça sorte à un moment donné quand même. Et voilà. OK. Bon, là, vous voyez, كل عام وأنتم بخير. Yes. En fait, c'est une coïncidence parce que ça fait partie de ma présentation. Très bien. Donc, on va aller à la prochaine et pour vous dire que personnellement, j'aime beaucoup l'art et la science et j'aime particulièrement la calligraphie arabe. Depuis que j'étais petit, j'aimais écrire dessiner d'abord des cartes de vœux, j'aimais écrire donc des phrases, des mots en arabe avec un certain style, au point où dans ma ville, d'où je viens, parce qu'ils ne veulent pas que je dise que c'est village, Daourouch, le café le plus populaire, ben, c'est moi qui avais eu le privilège d'écrire Maqhal Multaqa. C'est aussi à un moment donné, même le Beladia. Évidemment, je faisais ça plus par hobby et non pas comme travail. Pendant les vacances d'été, je faisais ça. Et entre autres, ce hobby me servait à préparer des cartes de vœux pour envoyer à mes parents. La plupart de ma vie scolaire s'est faite loin de mes parents et à l'époque, le meilleur moyen d'envoyer des cartes de vœux, c'était par la poste. Il n'y avait ni email, ni autre moyen qu'on connaît aujourd'hui. Alors, je faisais ça, d'un côté parce que c'est quelque chose que j'adorais, mais de l'autre côté, c'était quelque chose qui ne coûtait pas cher du tout, puisque je faisais mes propres cartes. Alors. Et, mais un jour, moi j'ai étudié à l'Université de Montréal, je faisais de l'informatique, j'étais là depuis 1975 à Montréal, et 3 années plus tard, je commençais à me sentir à l'aise avec l'informatique et avec l'ordinateur, donc je me suis dit, ben voilà, je vais essayer de surprendre ma famille et je vais faire à l'ordinateur la carte de vœux que je fais d'habitude à la main. Donc, j'ai commencé à écrire un petit programme qui allait utiliser des petites étoiles, des points, toutes sortes de caractères pour dessiner des lettres de l'alphabet arabe et pour juste dire, en fait, Eid, c'est Eid. C'est tout ce que je voulais faire et ça tombe bien qu'il y a 2 jours, on a l'Eid. Mais ce que je voyais depuis des années devant mes yeux, la langue arabe et l'écriture arabe, quand je suis arrivé pour la faire sous forme informatique, j'ai réalisé que ce n'est pas chose facile. Parce que dans la phrase Eid Saïd, il y avait 2 fois la lettre Ain. Et à ma grande surprise, encore là, je n'avais pas fait attention auparavant, elle n'avait pas la même forme. Chacune s'écrivait d'une façon différente. J'ai alors réalisé que, tiens, en fait, les lettres arabes, une seule lettre peut avoir jusqu'à 4 formes différentes. Je pensais que, ça y est, j'ai trouvé la technique, je vais pouvoir faire ma carte de vœux avec Eid Saïd facilement. Et j'ai réalisé que c'est beaucoup plus complexe que ça. Le premier algorithme qui disait que chaque lettre avait 4 formes différentes, évidemment, a eu un problème avec Alif, Ra, Del, Del et tout ça, parce qu'eux, ils n'ont que 2 formes. Ils sont seuls ou ils sont connectés. Plus tard, d'autres complications. Quand on trouve le Hamza, est-ce qu'il est assis sur une base comme Ma'ida ou est-ce qu'il est seul comme Ma ou quelque chose comme ça. Après ça, on arrive au Lem Alif et là, à ce moment-là, on est complètement perdu parce que Lem Alif, est-ce une lettre ou 2 lettres? Bref, je me suis trouvé à me poser toutes sortes de questions sur une langue que j'ai toujours connue et que je prenais pour acquise. Ben, c'est comme ça qu'on écrit l'arabe et puis c'est tout. Mais quand on arrive à l'ordinateur, il faut être logique, il faut être strict et il faut définir toutes les choses avec des règles claires. Alors, quand j'ai trouvé qu'il y avait une certaine logique, donc j'ai dit normalement l'informatique c'est de la logique et j'ai pu concevoir un algorithme
qui automatiquement détermine la bonne forme de chaque lettre. Et peu de temps après, l'ordinateur de l'Université de Montréal a commencé à imprimer des listings qui contiennent du texte en arabe. La fameuse carte de vœux que je voulais envoyer à mes parents, qui est devenue toute une page et qui n'a été envoyée à mes parents que quelques rides plus tard, parce qu'évidemment, je n'ai pas pu réaliser ça dans les délais prévus. Ma grande déception fut que la famille n'a rien compris à ce que j'ai envoyé. Ils ne savent pas c'est quoi ça, qu'est-ce que tu nous envoies là? Et quand j'ai essayé de leur expliquer que c'est un ordinateur qui a fait ça, alors là, j'ai réalisé que c'est encore plus compliqué et j'ai juste laissé tomber. J'ai dit, écoutez, c'était une carte de vœux, point. L'algorithme qui a été utilisé pour cette carte, plus tard, donc ça, ce que j'ai fait, c'était en 78, plus tard, en 80, 81, on a réalisé que c'est quelque chose qui est unique parce que je le montrais à quelques-uns, donc je n'ai pas suivi le conseil de Dominique, comme quoi attendez jusqu'à ce que tout soit réalisé avant d'en parler. Ben, moi, j'ai commencé à en parler autour de moi parce que j'étais quand même très content et très excité à l'idée que je faisais faire à l'ordinateur de l'Université de Montréal des choses qu'il n'avait jamais faites auparavant. Et rapidement, en se renseignant autour, sans aller encore peut-être respecter ce qui est recommandé par notre ami Lotfi Belkhir, pas de business plan, pas de est-ce qu'il y a un marché, il n'y a pas de marché, ça ne m'intéressait pas du tout. Tout ce que je voulais, c'était continuer à faire ça, puis voir est-ce qu'une machine à écrire, à l'époque il y avait les téléx, il y avait toutes sortes de choses, puisse fonctionner dans la langue arabe, parce que je l'ai réalisé assez vite, le monde arabe était devant un choix assez difficile. Si vous voulez rentrer dans l'ère moderne de l'informatique, il va falloir faire des compromis sur la langue arabe, parce qu'à cette époque-là, IBM, le leader mondial, proposait qu'on adapte l'écriture arabe pour qu'elle rentre dans l'informatique. C'est-à-dire que chaque lettre devait être changée. Donc, c'était quelque chose qui est une aberration, où est-ce que quelqu'un comme moi devait retourner à l'école pour apprendre à lire l'arabe qui était proposé par la compagnie IBM à l'époque. Mais eux, c'est parce qu'ils ne voulaient pas accepter d'utiliser le microprocesseur pour décider la forme correcte de chaque lettre de l'écriture arabe. Ils ont fait juste un processus mécanique, c'est-à-dire que chaque touche du clavier te donne une lettre, te donne une forme, et puis voilà. Ben, évidemment, le cauchemar aurait été énorme si on avait adopté ça, parce que certains caractères, imaginez Harf al-Ain par exemple, qui aurait 4 codes ASCII ou whatever, ou Unicode différents. Les tris, les choses comme ça auraient été impossibles. Bref, heureusement qu'à travers des conférences auxquelles on participait à Dubaï et au Caire, où est-ce qu'on parlait un peu de l'arabisation, on a pu donc convaincre le marché, les premiers utilisateurs de cette technologie-là, comme quoi la bonne façon, c'est celle-là. Puis voici les dangers qui nous guettent si jamais on adopte les solutions proposées par IBM. IBM a même réussi à convaincre l'ASMO, qui est le Arab Standards and Metrology Organization, basé en Jordanie, et qui était un peu le standard, l'organisme de normalisation. Ils l'ont convaincu pour accepter la formule d'IBM, qui était appuyée aussi par un groupe de recherche au Maroc. Bref, donc là, on a réussi à convaincre les gens parce qu'ils voyaient l'écriture. Donc on est allé leur montrer, durant ces foires-là, des imprimantes qui écrivent du bon arabe. L'écriture, on ajoutait même shikl, fatha ou dhamma et ainsi de suite. Et donc les gens, quand ils voyaient ces machines-là écrire avec grande vitesse un arabe d'une qualité jamais vue dans le monde électronique, alors à ce moment-là, ils adhéraient petit à petit, mais pas au point où ils étaient prêts à payer le supplément qu'on demandait pour toute la recherche qu'on avait faite, en fait, et pour toute l'intégration de cette technologie d'arabisation dans des imprimantes. Ils veulent acheter la même imprimante au même prix, arabisée ou pas. Jusqu'au jour où, quelque part, en Arabie Saoudite, enfin pas quelque part, c'est le palais royal saoudien avait décidé que toutes les communications officielles devaient se faire en arabe. Et à ce moment-là, tout d'un coup, tous ceux qui nous ont vus puis qui aimaient ce qu'on montrait, mais n'osaient pas mettre la main à la poche pour acheter, sont venus vers nous. On a eu des distributeurs, puis le reste est devenu de l'histoire. Alors aujourd'hui, les PC, les imprimantes et les logiciels sont tous accessibles en arabe pour des millions de personnes dans le monde. Et ça,
comme je disais auparavant, c'est la plus grande satisfaction que je tire de cette aventure. Bon, je vais vous parler un peu de mes autres aventures. Alors, en parlant de la technologie d'arabisation, le marché informatique commençait à se développer, et surtout dans le monde arabe. La compagnie Alice, que j'avais créée en 1981 pour continuer le développement de cette technologie et la commercialiser, Alice, c'est pour Arabic Latin Information Systems, était en pleine croissance. Et un jour, en 1986, nous avons reçu un appel de Microsoft. Ils voulaient parler affaires avec nous. Tout le monde était excité dans nos bureaux à Montréal. Moi, je me disais, enfin, je vais rencontrer Bill Gates et je vais lui serrer la main et discuter avec lui. Au lieu de cela, 5 personnes sont venues, surtout des avocats, qui voulaient discuter de termes, combien coûte la licence, est-ce qu'on peut avoir l'exclusivité, est-ce qu'on peut vendre au Moyen-Orient, est-ce qu'on peut l'utiliser pour d'autres pays, ainsi de suite, ainsi de suite. Une petite déception, mais à la fin, nous avons conclu un accord et tous les deux, on était très heureux. Eux, ils étaient très contents car ils ont obtenu de très bonnes conditions commerciales pour leur entreprise. Ma motivation à moi n'était pas du tout l'argent, mais plutôt ma motivation à moi, c'était de voir cette technologie déployée. Donc, j'étais très content parce que mes idées soient reconnues par Microsoft, qui commençait déjà à être un joueur très important dans le monde informatique, et intégrées dans ces produits vendus aux millions de personnes qui utilisent la langue arabe que j'aime et qui est ma langue. Les aventures par la suite, c'est après Microsoft, quand ils ont acheté cette technologie, puis ils sont engagés évidemment à la développer davantage, à la commercialiser davantage, pour moi, il y avait plus, ça ne m'excitait plus. Donc, j'ai déjà commencé à penser à ma prochaine aventure et je me suis donné un défi encore plus grand. Il fallait que ce soit quelque chose de plus difficile. En fait, je ne visais pas moins que développer une technologie qui serait achetée et utilisée par les Américains. Je voulais aller conquérir Silicon Valley. Pour de l'ambition, j'en manquais pas. Quand je pense aujourd'hui, je dis je dois être fou à ce moment-là. Bref, donc j'ai développé mon prochain produit à combiner. Windows commençait à sortir et pour ceux qui sont un peu de ma génération, Windows n'avait même pas de possibilité de communiquer en TCP/IP, qui est le protocole utilisé un peu partout aujourd'hui pour communiquer les données. Donc Unix avait TCP/IP, mais c'était une option qu'il fallait acheter. Donc, pour faire fonctionner les deux déjà, il fallait avoir de l'audace, ce que nous avions, et on a développé donc une première plateforme de développement et d'exploitation d'applications téléphoniques interactives, où est-ce qu'on utilisait Windows pour sa convivialité et facilité d'utilisation, pour créer les applications. Donc, l'édition était facile avec l'interface Windows. Et on utilisait le système d'exploitation Unix pour sa robustesse et sa fiabilité et sa performance, pour répondre aux appels téléphoniques, accéder aux données, ainsi de suite. Les services qui étaient développés avec notre plateforme, c'était développé par des compagnies comme France Télécom, AT&T, Bell Canada, Singapore Telecom, tout ça. C'est principalement pour les messageries vocales, pour le téléachat, pour payer des factures, pour toutes sortes de choses qu'on pouvait faire à travers le téléphone. Et un des grands utilisateurs de ça, qui combinait aussi mon passé avec la langue arabe, c'était Banque El Ahli d'Égypte, qui est la plus grande banque, à l'époque en tout cas, du monde arabe, et qui offrait des services de gestion ou de transactions bancaires par téléphone. En 2000, donc pendant que j'étais chez Microsoft, en l'an 2000, le géant américain du microprocesseur Intel a acheté des parts dans notre société Mediasoft. OK, il y a quelqu'un qui glitch. Si vous pouvez vous muter, s'il vous plaît. Et Mohamed Snoussi, si vous pouvez mettre en mute, s'il vous plaît. Bon. D'accord. Alors, donc, ils ont acheté des parts dans ma société Mediasoft et peu de temps après, donc 4 années plus tard, nous avons vendu la compagnie à Bell Canada. Encore une fois, vous voyez dans le pattern ici, avec mes entreprises, c'est qu'une fois que le produit est sorti, que de grands joueurs trouvent que c'est très intéressant, moi, c'est la partie qui m'excite le moins parce qu'on rentre dans la phase de commercialisation. Je dédaigne pas la commercialisation, mais plutôt que
j'essaye de faire des choses qui me passionnent. Puis honnêtement, vendre et agrandir le réseau de distribution d'un produit, ça ne m'a pas réellement passionné jusqu'à ce jour, en fait. J'essaie toujours de faire appel, comme l'a si bien dit Dominique, à des gens qui ont plus d'expertise dans ce domaine-là. Voilà, aujourd'hui, je suis avec Speech Mobility parce que déjà, avant de vendre Mediasoft à Bell Canada, je commençais déjà à penser à quelle est la prochaine entreprise ou le prochain projet que j'aimerais développer. Et pour moi, je me disais qu'il faut que, au niveau le téléphone était l'un des moyens de communication qui est resté en arrière, qui n'a pas profité de l'innovation qu'a apporté l'informatique. Il était, bon, enfin, je ne parle pas du téléphone à cadran, mais il y avait le touch-tone, mais pas plus que ça. Il était très, très limité. Voilà. Alors, il faut se rappeler qu'à ce moment-là, quand on parle de téléphonie, avoir un système intelligent, mobile, sécuritaire, comme je me suis fixé comme objectif, c'était pas quelque chose qui est facilement accessible. On est en 2001, et donc il y a presque 20 ans. Beaucoup de choses que nous avons aujourd'hui n'étaient pas évidemment disponibles à cette époque-là. Alors, avec du recul, ça c'est une photo qui me rappelle beaucoup de souvenirs. Avec le recul et l'aide de mon ami le professeur Taïb Hafsi, qui va passer plus tard cette semaine, je me suis rendu compte que ma première entreprise, en fait, n'a pas commencé avec Alice en 1981 pour l'arabisation des ordinateurs. C'était bien avant. En fait, c'était en 1964. Je sais que beaucoup de gens qui nous écoutent aujourd'hui n'étaient même pas nés à cette époque-là. Quand j'avais 8 ans, j'étais dans ce coin que vous voyez à l'écran. Évidemment, moi, je ne suis pas d'une grande ville, mais je ne suis même pas d'un village. Ce que vous voyez là, c'est là que j'ai passé le gros de mon temps de jeunesse, un Ndouar qui est situé au milieu de nulle part. Mais c'était l'endroit idéal pour avoir des idées, pour innover, j'imagine. Donc, moi, je suis très fier de mes origines. Je suis de Mdawrouch, qui a pris son nom de la ville romaine Madar, lieu de naissance d'Atulé, le philosophe berbère qui est né quelque part entre 123 125 après Jésus-Christ. En tout cas, moi, je l'ai découvert plus tard, là, donc je ne suis pas très bon en histoire, mais tout d'un coup, je me suis trouvé un repère, quelque part, pour dire que finalement, je ne viens pas de nulle part. Je viens d'une place là où il y avait des grands, bien avant que la ville soit celle qu'on connaît. Mais le coin d'où je viens, il n'y a pas d'eau. Il faut aller à Dodane, chercher des petits tonneaux d'eau, chercher de l'eau à la source, à quelques 2 kilomètres. Évidemment, il n'y a pas d'électricité et n'en parlons pas de téléphone du tout. En fait, tout ce qu'il y a là dont je me rappelle, c'est un peu les mouches, les animaux et le soleil ardent là, qui assomme le moineau. Yesra Zawj, comme on dit. Et je le sais parce que je passe beaucoup de temps, moi, justement, à l'extérieur. Et l'ennui de ces étés caniculaires donne des idées. Pendant ces longues vacances, pas de jouets, pas de télé, rien ne bouge. Alors, pendant que mes parents faisaient la sieste, moi, j'étais à l'extérieur et j'essayais de bricoler. Et j'essayais de faire des jouets. Et les jouets qu'on avait à l'époque, c'était n'importe quoi qui pouvait être déplacé avec un bâton. On marche, on a un bâton, on prend quelque chose, puis on le pousse, puis on faisait du bruit pour les sons de moteur et autre chose, puis c'est comme ça. C'était la façon dont on s'amusait, nous, dans notre génération. Donc, on construisait des jouets avec des canettes, avec du fil d'acier, et puis on passait du temps comme ça. Mais là, j'étais curieux parce que ce que je voyais autour de moi, c'était des tracteurs. Et les tracteurs, leurs roues avant, ne tournaient pas de la même façon que les jouets qu'on faisait. Donc, à gauche, sur la présentation ici, c'était ça. C'est-à-dire, on faisait des jouets, bon, par exemple, ici, de petites contenants de tabac, là, de chema, par exemple. Et tu faisais un trou, tu mettais une petite barre, puis on mettait quelque chose au milieu, puis quand on tournait, il fallait que tout l'axe tourne.
mais ce n'était pas réaliste. Donc moi, je voyais les tracteurs, c'était plutôt les roues qui s'inclinaient pour pouvoir tourner. Et je me suis dit, ce serait tellement intéressant que je puisse faire ça avec des canettes et avec du fil d'acier. Et à la longue, j'ai réussi à faire ça, mais quand je l'ai fait, alors reculer, avancer, tourner, et ainsi de suite, c'était beaucoup plus agréable parce que ça se rapprochait tellement des vrais équipements qu'on voyait dans la ferme. Alors, ce mécanisme-là qui a marché a impressionné mes cousins ainsi que tous les autres enfants de la ferme. Ils voulaient tous avoir un, ils voulaient tous que je leur en confectionne un. Mais je reviendrai à ça plus tard. Alors, la question, c'est que je me dis, mais comment se fait-il que j'ai été tenté et j'ai cédé à l'idée de changer, tous les jouets fonctionner avec l'axe qui tourne et non pas les roues qui tournent. Le monde de l'informatique auparavant, enfin beaucoup plus tard, j'ai réalisé que dans l'informatique, quand on a vu la difficulté d'intégrer la langue arabe dans les ordinateurs, on a dit on va changer la langue arabe pour l'adapter à l'informatique. Mais je pensais différemment. Donc le message qui est à retenir ici, c'est que il faut toujours se dire qu'il doit y avoir une meilleure façon de faire. C'est ça quelque chose, c'est ça le moteur dans tout ce que j'ai pu faire, c'est qu'il doit y avoir quelque chose, une autre façon de faire qui est meilleure. Il faut remettre en question le statu quo. Demander pourquoi les choses sont faites de cette façon. Et parmi les questions que je me posais dans ma vie à différents moments, c'est la tonalité. On a tous téléphone, quand on décroche, pas en Algérie, là, à l'époque en Algérie, il y avait quelqu'un qui était payé juste pour avoir la tonalité. On lui dit, quand tu as la tonalité, tu nous le dis pour qu'on puisse composer. Mais disons, ici au Canada, avec Bell Canada, Alexandre Graham Bell, c'est quand même, il est d'ici et il a développé donc la technologie de téléphone. Quand on décroche, on a la tonalité. Mais tout le monde accepte ça, la tonalité, c'est la tonalité. Mais là, on est en 2000, on ne se pose pas la question, mais pourquoi on a cette tonalité? Ben, moi, je me la pose. Je dis, il me semble que la tonalité, c'est juste pour nous dire que nous avons la ligne téléphonique, comme quoi on peut composer le numéro qu'on veut composer. Est-ce qu'on en a encore besoin? Pouvons-nous remplacer cette tonalité par un message, un joli message qui dit « Bonjour, tu as tant de messages vocaux, que puis-je faire pour toi aujourd'hui ?» Quelque chose d'autre que juste « C'est un statu quo, puis à un moment donné, on se pose des questions, on dit peut-être que je n'ai pas besoin de ça. Les téléphones au bureau, des questions bizarres, mais les téléphones au bureau, on dit si j'appelle quelqu'un à son travail le samedi ou le dimanche, durant le week-end, eh bien c'est étrange, mais ça sonne. Ça sonne sur son bureau alors que les lumières sont éteintes, probablement il n'y a personne au bureau durant tout le week-end. La question c'est mais pourquoi il sonne? Le téléphone ne devrait-il pas savoir que l'utilisateur de cet appareil n'est pas là le week-end et tous les week-ends il n'est pas là? Il devrait être suffisamment intelligent pour savoir non, je ne sonne pas. Quelqu'un veut le rejoindre, moi je vais l'appeler peut-être sur son portable, sur son cellulaire, ou je vais l'appeler à la maison, ou quelque part où est-ce qu'on le joint. Parce que la personne, quand elle a appelé le numéro, ce n'est pas pour faire sonner un téléphone, c'est pour parler à quelqu'un. Quand on regarde les cartes de visite, et il y a des gens qui impressionnent par leur carte de visite, il y a plein de numéros de téléphone. Voici mon fax, voici mon numéro direct, voici mon numéro au bureau de la réceptionniste, voici mon numéro de portable. Attends, là, tu me donnes tout un devoir. À chaque fois que je veux te rejoindre, il faut que je décide est-ce que je l'appelle sur son portable, est-ce que je l'appelle au bureau, à la maison, et ainsi de suite, dépendamment de ce que j'ai. Pourquoi je n'ai pas juste un seul numéro? Ou encore mieux, pourquoi je ne dis pas juste appelle Ali Mansouri? Et puis il y a un seul Ali Mansouri que je connais, puis lui, ben, s'il a changé de son portable, son numéro de portable, c'est son affaire à lui, pas à moi. Moi, je veux parler à Ali Mansouri, point. Et l'autre question, c'est qu'on se dit, puis aujourd'hui, c'est très approprié aujourd'hui, mais croyez-moi, cette présentation, enfin, ou plutôt cette question, elle existe depuis longtemps, c'est de dire pourquoi est-ce que chaque matin, on se lève, on se prépare, on s'habille, on mange, et ainsi de suite, puis on roule pour aller dans un lieu pour travailler. Pourquoi est-ce que chaque jour, il faut aller au travail? On pollue, on fait toutes sortes de... Pour certains, oui, c'est nécessaire. Mais beaucoup, surtout ceux qui travaillent dans des bureaux,
avec un téléphone et un ordinateur. Je quitte chez moi, j'ai un téléphone, j'ai un ordinateur. J'arrive chez moi, j'utilise un téléphone et un ordinateur. J'aurais pu rester chez moi et faire mon travail convenablement. Des millions d'autres pourraient faire la même chose. Aujourd'hui, un bon côté de la COVID-19, ça nous a montré comme quoi, oui, il est possible de faire du télétravail et d'être productif et d'aider en passant un peu l'environnement. Alors, il faut regarder plus loin. Il faut se dire comment on peut améliorer les choses que nous avons tous les jours. Si on veut innover, si on veut faire une entreprise, il faut avoir évidemment des éléments différenciateurs. Et pour être différent, bon, c'est évident, il ne faut pas faire la même chose que les autres. Il faut la faire un peu mieux. Puis comme on l'a bien compris à travers les présentations de Lotfi et de Dominique, ils ont bien préparé le terrain, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire que tu ne peux pas sortir et être un MeToo, c'est très difficile. Si moi aussi j'ai ça, bon, pourquoi, donne-moi une raison pour que je travaille avec toi au lieu de travailler avec ceux qui me fournissent, chez qui je m'approvisionne aujourd'hui. Donc, il faut se dire, est-ce qu'on peut faire des communications plus intelligentes? Est-ce qu'on peut changer les communications pour que, quand je veux parler à quelqu'un, c'est juste son nom? Je n'ai pas besoin d'avoir toute série de numéros, puis des emails, puis tout ce qui s'ensuit. Normalement, je dis juste le nom de la personne. Et oui, je sais qu'il peut y avoir 2 Ali Mansouri dans le monde, ou peut-être 1000. Mais le Ali Mansouri que j'ai dans mes contacts à moi, il est différent des autres. Donc, quand moi, je parle à quelque chose qui serait mon assistante personnelle et que je lui dis « appelle Ali Mansouri », ben elle va prendre les coordonnées de Ali Mansouri, puis va l'appeler. Puis en fait, elle va parler plutôt à l'assistante virtuelle d'Ali Mansouri, qui, elle, sait où se trouve Ali Mansouri. Peut-être qu'il est à la maison, peut-être qu'il est joignable sur son portable, ou sur un chat, ou sur SMS, whatever. En tout cas, on peut le rejoindre, parce que l'objectif, c'est de lui parler. Et l'autre chose, est-ce qu'on peut enfin avoir du télétravail? Donc, tout ça, ce sont des choses qui sont intéressantes et qu'il faut aller chercher parce qu'il y a des opportunités là. Mais sachez qu'à chaque fois que vous voulez innover, il y a des sceptiques et il y a des obstacles. Mais un vrai entrepreneur ne se préoccupe pas des obstacles et des sceptiques. Dans mon expérience à moi, j'ai découvert des choses qui me semblent toujours, à un certain point, aberrantes. Ma première rencontre avec un directeur de banque pour demander un prêt de 100 000 $, et après nous avoir écouté tous nos projets, on veut faire de l'exportation, et ainsi de suite, et puis qu'on a une équipe, puis on a une excellente technologie et tout. Sa question, c'est est-ce que vous avez un 100 000 $ quelque part? Je ne comprenais pas quand il a posé la question. J'ai dit, attends, là, si je suis venu ici pour te demander un prêt de 100 000, c'est que je n'ai pas 100 000. Non, il dit 100 000, peut-être en actif, peut-être quelque chose. J'ai besoin d'une garantie. J'ai dit, mais cher monsieur, si j'avais cette garantie, je ne serais pas venu te voir. La seule garantie que j'ai, c'est une technologie, un potentiel de marché, et puis c'est tout. Évidemment, on n'a pas eu le prêt. Je suis sorti de là avec l'idée comme quoi la banque prête à ceux qui ont de l'argent. Les investisseurs. Tu parles à un investisseur qui est supposé être un venture capitalist, donc c'est quelqu'un qui prend des risques. Si on lui parle du marché qu'on veut vers lequel on veut aller, et qu'on lui dit oui, il y a beaucoup de il dit est-ce qu'il y a des concurrents, puis on lui dit oui, il y a tel, évidemment il va poser les questions, qu'est-ce qui vous différencie des autres, qu'est-ce qui fait que vous allez réussir malgré qu'il y a tout cela, et il va généralement dire ben, vous êtes un peu trop tard là, pour rentrer dans un marché qui est déjà pas mal occupé par différents joueurs. Et si vous arrivez, ce qui était notre cas lorsqu'on a introduit l'arabisation, on a parlé à un premier investisseur, je lui disais, il m'a dit, est-ce qu'il y a des concurrents, est-ce qu'il y a des compagnies qui ont cette technologie-là? Et moi, tout fier, tout de suite, je lui ai dit non, il n'y a aucun. Parce que je n'ai vu personne qui a ce produit-là. Ben, il dit, écoute, là, je vais te dire, je ne veux pas te choquer, Bachir, mais il m'a dit, pour nous, si tu dis qu'il n'y a aucun concurrent pour une technologie comme celle-là, qui semble quand même s'adresser à un marché assez important, c'est soit tu es un génie ou tu es un fou. Et nous, on préfère croire que tu es un fou.
Et donc, à ce moment-là, il dit, ben, c'est-à-dire, c'est trop risqué ton affaire. S'il y avait de l'appétit pour cette technologie, il y aurait eu d'autres joueurs. Évidemment, aujourd'hui, je comprends et il a raison. Il a raison. Mais bon, à l'époque, je ne comprenais pas. Mais quand même, aujourd'hui, si je vous parle, c'est que malgré qu'il a dit non, malgré que le directeur de banque a refusé de nous donner le prêt, la compagnie a été créée et elle a grandi, puis elle a fait son chemin jusqu'au moment où Microsoft achète ces technologies, puis développe ça à travers le monde. Pourquoi? C'est parce que j'ai continué à avoir confiance en moi. Donc, je vous dis, ayez confiance en vous. Des fois, si vous êtes fou, mais vous croyez en votre folie, ben, continuez, poussez. Même lorsque les autres ont des doutes, ne les écoutez pas. Il faut être têtu. D'une certaine façon, il faut être un shawi comme moi. Là. Peu importe, il me dit, il n'y a pas de chemin par là. Moi, je pense qu'il va y avoir un chemin. Moi, je pense que ça va marcher et je pousse. Évidemment, je peux me casser les dents. Mais jusqu'à maintenant, l'expérience m'a montré comme quoi, si je crois en moi, en mes idées, je les pousse. Et jusqu'à maintenant, la chance a été de mon côté. Et puis, j'ai pu faire des choses qui me passionnent et qui m'ont fait bien gagner ma vie. Alors, mais un élément qui est très important, c'est la passion. Ne faites pas des choses parce que vous dites, je suis obligé de les faire. Il faut que vous soyez passionné par quelque chose. Il faut essayer de réaliser vos rêves. Vous dites, ah, ce serait bien si je peux faire telle chose. Mais si vous faites les choses pour l'argent, je peux vous assurer qu'il y a de très, très fortes chances que vous allez échouer. Ne faites jamais des choses pour l'argent parce que l'argent n'est pas une passion. L'argent, c'est un résultat. Éventuellement, ça va venir et quand ça viendra, vous n'allez même pas peut-être vous en préoccuper. Et c'est venu. C'est sûr qu'à chaque fois, quand vous faites des choses avec passion, vous les faites bien. Mais pensez surtout à réaliser vos rêves. Et pourquoi pas au-delà de vos rêves. Parce que qui aurait cru qu'à partir de rien, on peut concevoir des technologies qui changent le monde, qui peuvent avoir un impact sur des millions de personnes. Moi, je suis le premier à ne pas le croire. Mais quand je vois comment les choses sont venues l'une après l'autre, je réalise que c'est possible. Il suffit d'y croire et tout est possible. D'un coin perdu, comme je vous ai montré au début, je me suis trouvé à transiger avec des entreprises de renommée mondiale. Je le dis juste pour dire que je n'aurais jamais rêvé ou pensé qu'un jour, je serais assis dans une salle de réunion à discuter avec des gens de Intel, avec des gens de Bell Canada, de Microsoft ou d'autres entreprises qui ont acheté nos technologies ou adopté notre produit. Jamais je n'aurais pensé à ça. Mais petit à petit, évidemment, il y a beaucoup de travail qui est fait et il y a beaucoup de foi qui a été mise dans ces projets-là. Et c'est ce qui fait qu'on est arrivé là où on est arrivé. Alors, maintenant, je vais vous parler de ma première entreprise. Comme je vous ai dit, moi, je ne pensais pas, je ne l'ai jamais considéré comme ma première entreprise jusqu'à ce que mon ami Tayyip Hafsi, quand je lui avais raconté cette histoire-là, que je vais vous raconter là à l'instant, il m'a dit, en fait, c'est ça, ta première entreprise, c'est celle-là. Et ça, c'était en 1964. Vous vous rappelez, je vous avais dit comme quoi mes cousins et les enfants de la ferme voulaient tous savoir mes jouets qui avaient cette technique spéciale de gestion des roues avant pour contrôler la direction. Moi, le premier, je ne me rappelle pas évidemment, mais il y avait la première personne qui est venue, je lui ai dit, OK, pas de problème, là, je finis celle-là, puis je vais te faire. Puis j'ai fait le jouet. Puis là, après, l'autre, il dit, ben moi aussi, est-ce que je peux en avoir? Puis là, un autre, non, ici. J'ai dit, ah, là, il y a un problème là, parce que je ne peux pas faire comme une usine là, pour fabriquer en série. J'ai dit, je ne peux pas. Alors, ils se sont mis à pleurer, comme tous les enfants font. Ils sont allés à leur maman. Et leur maman disent, qu'est-ce que tu veux là? Leur maman voulait les rendre heureux.
Et là, je leur ai dit, écoutez, mais pour faire ça, il me faut du fil d'acier, il me faut des canettes, là, des boîtes de conserve, il me faut toutes sortes de choses. Donc, j'ai dit, est-ce que vous pouvez me donner quelque chose, une genre de compensation? Ben, qu'est-ce que tu veux qu'on te donne? On est dans la ferme, il n'y a rien. L'argent, on ne parle pas d'argent. Donc, j'ai dit, ben, écoute, va demander à ta mère, elle peut te donner peut-être des œufs, elle peut te donner un peu de blé, n'importe quoi. En fait, j'avais commencé du troc déjà à ce moment-là. Puis là, j'obtenais du troc, puis j'obtenais du lait, puis des œufs. Et puis, tout ce que je prenais ces œufs, je prenais ce blé-là, bon, j'ai essayé d'établir un certain prix raisonnable, une certaine quantité pour faire tel jouet, une autre quantité, tant d'œufs pour tel autre jouet, et je prenais tout ça, puis je le donnais à ma mère. Ma mère, c'était ma banque. Après, je ramassais tout ce qui était accumulé chez ma mère, et j'allais à un petit magasin, une petite épicerie dans le coin, perdu là où on était, et là, je vendais les œufs, je vendais le blé, et j'achetais des bonbons, parce qu'il n'y avait pas de bonbons. Il y avait des biscuits. Là où nous sommes, là, c'est une denrée rare. Mais quand je les ramenais, ben, je les vendais aussi. Donc, les bonbons, j'en apportais une bonne quantité, donc je faisais une petite marge. Et je plaçais mes bénéfices toujours dans ma banque locale, c'est-à-dire ma mère. J'ai utilisé ensuite cet argent pour résoudre un problème très important et très urgent pour moi. C'était acheter un vélo pour pouvoir aller à l'école. Parce que dans cette campagne, dans ce douar, là où j'habitais, il y a à peu près 7-8 kilomètres aller et 7-8 kilomètres retour pour l'école. J'étudiais à Mdaourouch, mais je vivais dans ce douar-là. Puis chaque jour, c'était un gros questionnement. Il fallait marcher, beau temps, mauvais temps, jusqu'à Mdaourouch. Des fois, il y a des bonnes âmes qui s'arrêtent et puis qui nous prennent. Pas d'autobus. Donc, il fallait se débrouiller. Puis c'était un problème qu'il fallait régler. Et alors, j'ai pu acheter un vélo et j'étais très fier parce que ce vélo-là, ce n'était pas n'importe quel vélo, c'était le vélo que j'ai payé de mes propres moyens, avec mon argent que j'ai gagné moi-même. Donc, il y avait une fierté incroyable. Mais en même temps, quand je suis allé à l'école, à Mdaourouch, avec ce vélo-là, j'étais l'un des rares enfants à avoir un vélo à Mdaourouch. Les vélos, c'était pas quelque chose de courant. En tout cas, il n'y en avait pas, à Mdaourouch, il n'y en avait pas que je connaisse, en tout cas, ou qui étaient en bon état. Alors, les autres enfants, des élèves en même temps que moi, ils voulaient l'essayer. Est-ce que je peux faire un petit tour? Je dis, OK, pas de problème, tu peux faire un tour. Puis là, un autre, il arrive. Et moi, est-ce que je peux moi aussi faire un tour? Là, je commence à ressentir qu'il y a de la demande là encore. Là, j'ai dit, bah, écoutez, là, si tu veux faire un tour, il va falloir que tu me donnes, je ne sais pas moi, 20 centimes. Là, il me donne 20 centimes, tu vas à tel coin et tu reviens. Donc, 20 centimes, l'autre arrive, il dit, moi aussi j'ai 20 centimes, je vais faire ça. Après, l'autre, il veut aller plus loin. Ben là, c'est plutôt 50 centimes et ainsi de suite. Puis là, tout d'un coup, je me suis trouvé avec une business. Chaque jour, je rentrais à la maison avec 5 dinars, qui était le premier billet en monnaie algérienne à l'époque. C'était le 5 dinars. Et tout le monde avait su quand est-ce que je termine l'école, quand est-ce que c'est la pause du midi, parce qu'ils viennent s'aligner, parce que je me mettais toujours à la même place. Et puis là, ils venaient, ils louaient mon vélo. Eux, ça leur permettait d'apprendre à pédaler ou à avoir un petit moment de plaisir. Et moi, je ramassais un peu d'argent qui me permettait d'acheter un petit casse-croûte et puis aussi de ramener à la maison, à ma banque, qui est toujours ma mère. Et ce que je gagnais, ce 5 dinars à l'époque, juste pour vous mettre dans le contexte, c'était à peu près l'équivalent d'un mois de salaire d'un ouvrier agricole. Quand on regarde, on dit, bon, d'abord, c'est ça mon histoire. Je vous la raconte, mais je ne peux pas la terminer sans vous dire ce qui me donne le plus de satisfaction. D'abord, les choses qui motivent le plus, c'est de pouvoir aider les gens, améliorer des choses qui existaient, mais qu'on pouvait faire mieux. Et puis mettre le sourire sur le visage de quelqu'un. Ce ne sont pas des gains financiers qu'on obtient. C'est une satisfaction qui va au-delà de l'aspect monétaire. Aujourd'hui, quand je pense qu'il y a des millions de personnes qui ont eu à utiliser, ou qui n'ont pas eu plutôt à choisir entre leur culture ou l'utilisation de l'informatique, ça donne une certaine satisfaction. Mais la satisfaction la plus importante,
c'était chaque fois que je rentrais à la maison et que je remettais ce billet de 5 dinars à ma mère, qui était quand même pas mal d'argent, et je la voyais fière de moi. Pour moi, là, c'est le meilleur carburant et la plus grande satisfaction de ma vie. Alors, sans plus tarder, rappelez-vous, la vie est pleine d'opportunités. Il faut juste savoir les reconnaître lorsque vous les voyez, ces opportunités. Saisissez-les et agissez sans hésiter. Je peux vous assurer que vous aurez une très belle vie. Parce que même dans les échecs, on peut avoir des satisfactions, on peut tirer des leçons. Je vous remercie. Merci beaucoup, Sylvain Bachir. C'est très inspirant. J'avais même les larmes aux yeux. Et Oui. c'est un message très fort pour la jeunesse algérienne. C'est un message très fort. Tu as vraiment raconté une histoire de réussite d'une personne qui a fait un départ d'un petit village à Skikda, à Marouche, qui aujourd'hui qui a intégré la langue arabe. C'est une fierté pour les Arabes et les musulmans. Intégrer cette belle langue dans tous les logiciels de l'informatique. Bravo, et vraiment, c'est très inspirant. Merci beaucoup. J'espère surtout que ça inspire les jeunes qui nous écoutent, que ça leur donne confiance, comme quoi ils peuvent réaliser l'irréalisable et que tout est possible. Bien sûr, c'est Bachir, يعطيك الصحة. Vraiment bravo. Bravo. Ah, bravo, Sébastien. En tout cas, le message est très, très bien passé, surtout auprès des jeunes. J'imagine que ça inspire beaucoup. Et surtout, là, on ouvre les yeux, c'est le titre. Il y a des opportunités partout. Il suffit juste de changer d'angle de vision ou sans toutefois être opportuniste. Saisir des opportunités, il faut travailler, il y a du travail, il y a du sacrifice, il y a de la vision, il y a de la réussite. Merci beaucoup, Sébastien. Si tu permets, je peux intervenir. Salut. Oui, تفضل فتحي. Je voulais remercier, et puis j'étais fort surpris de me dire que on a tendance généralement à dire ils font tout. Tout se fait chez eux, ils sont tous dans le monde occidental, enfin dans le monde développé. J'étais vraiment ravi de me dire tiens, mais pour une fois, le clavier en arabe, c'est Béchir. Oui, Béchir oui. qui a fait le braquage. Les roues qui tournaient à droite ou à gauche, c'est le braquage, c'est le volant qui braque. Vous avez braqué, si je me permets ce jeu de mots, vous avez braqué le Microsoft et Intel et tout. Oui. Et par ailleurs, excusez-moi, par ailleurs, je pensais à vous, à ce que disait tout à l'heure Dominique, pour dire qu'avec Béchir, on est passé à un exercice, à un travaux dirigé. Parce que vous nous avez ramené à Mdaourouch et au Douar, lui nous avait amené au Japon. Mais là, je me suis dit, quand même, on a notre petit Japon et je vous remercie beaucoup. Bravo. C'est Bachir, il y a ton ami, notre ami commun, Slim Atmani, qui est parmi les participants, et il t'interpelle avec une histoire que tu ne peux occulter. Slim Atmani. Et en attendant qu'il le soit, Bachir, avant qu'il intervienne, vas-y. on va lui changer le statut, Slim. Ah, très bien. Slim Atmani. Ah, bah là, je le vois, oui, mais il a été caché. Il était caché, moi je voulais pas. كان soldat طلع général donc. Vas-y Slim, vas-y. Bachir, comment vas-tu? Ça Bonjour va? mon frère, ben oui, ça va bien, c'est lui. Qui a laissé pousser la barbe? Ah ben là, c'est juste pour calculer la durée du confinement. Tu sais que tu es en concurrence avec une émission qui te va très bien, qui s'appelle Algérie, mon amour. C'est un reportage qui passe sur une chaîne française d'ailleurs, qui parle justement de cette jeunesse, de l'entrepreneuriat, de la vie en Algérie et de tous ces obstacles qui ne permettent pas justement l'éclosion d'un entrepreneuriat qui est pourtant là, mais malheureusement qui est face à une bureaucratie qui est complètement. Oui. Voilà.
Ok, il y avait un peu de bruit, mais content de te voir, Slim. Et pour les gens, les participants, Slim a joué un rôle assez important dans mon parcours. Il s'est joint à moi au Canada pendant quelques années, m'a aidé à faire les premiers pas même dans la deuxième entreprise. Donc, c'est juste par souci de, j'allais dire, de respect du temps que je ne l'ai pas cité, mais c'est un acteur important dans ma vie. Non, c'est le contraire, c'est l'inverse. Bon, on est acteur important dans la vie de l'un et de l'autre. Hein, Béchir est mon mentor. Entendons-nous là-dessus. Ça a été un exemple exceptionnel dans ma vie. Et vous savez, il y a une chose qu'il faut retenir de toutes les façons, on ne rencontre personne par hasard. Mais Personne. Slim, Oui. Bachir, merci pour les galanteries بيناتكم. احكيوا لنا le back office. de Microsoft. Racontez-nous l'histoire de Microsoft et de l'État algérien. Vos amitiés, on a le temps par la suite. Slim. Oui. Mais je vais vous raconter l'aventure avec Microsoft, comment on a développé des softwares, des softwares bilingues, comment le seul pays qui a contribué à développer ces softwares en fournissant des ingénieurs, qui est l'Algérie, comment Microsoft a accepté de produire des logiciels labellisés, produits par Microsoft et ENSI Algérie dans les laboratoires, dans les usines de Redmond en Californie. Donc, il faut comprendre qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond. Je ne sais pas si c'est génétique, je ne sais pas si c'est culturel. Comment un pays qui contribue à produire des logiciels avec une des boîtes qui est le numéro 1 mondial des logiciels décide de ne pas acheter sa propre production. Béchir peut vous le raconter. On s'est battu comme des fous pour essayer de les convaincre d'acheter ce qu'ils ont eux-mêmes produit pour le vendre à l'échelle mondiale. Le flop du produit est venu de ça. Hein. Enfin. Effectivement, on voulait rester positif et puis focuser sur l'entrepreneuriat. Sur la motivation, l'entrepreneuriat. C'est sûr que si on va dans cette piste-là, d'abord, le temps ne sera pas suffisant. Et la deuxième chose, c'est qu'on ne pourra pas s'empêcher d'écorcher notre pays, la façon qu'il a été géré ou mal géré pendant toutes ces années. Malheureusement, des situations inimaginables. Ouais. Parce que, comme dit Slim, la première chose, on réussit à ramener le géant Microsoft à table pour s'associer à un projet de développement et de production de logiciels de Microsoft en Algérie qui serait distribué en Afrique du Nord et dans les pays arabes en partenariat avec Microsoft, et que l'Algérie tourne le dos puis cause tous ces problèmes-là. C'est vraiment invraisemblable. Auparavant, et là, je ne sais pas pour parler de moi, mais un appel d'offres, le premier appel d'offres pour offrir notre arabisation à mon pays, l'Algérie, c'était la croix et la bannière. C'est-à-dire, c'est parce qu'on avait une loi. Où est-ce que tu dis, s'il y a cette loi-là, elle n'est plus là. Donc, mais s'il y avait, comment a-t-on approuvé une loi comme ça à l'Assemblée nationale, où est-ce qu'on dit que l'État algérien et les sociétés nationales algériennes ne peuvent pas transiger avec des entreprises étrangères dans le capital desquelles se trouve un Algérien à une hauteur de 5% ou plus. On sait ce qu'il vise. Il vise à couper un peu les intermédiaires et les pots de vin. Mais personne n'a pensé autour de la table de cette Assemblée nationale et les législateurs et tout ça pour dire, attendez, il y a peut-être quelqu'un, un Algérien quelque part, qui peut démarrer une entreprise, qui peut avoir un produit qui nous intéresse, et ce serait de la discrimination inverse. C'est-à-dire, au lieu de donner de la discrimination positive, on va discriminer contre nos propres citoyens. Eh bien, moi, je suis tombé dans ce filet-là, et ça a traîné. Il a fallu obtenir une procuration à cette loi-là, 7802, pour dire que finalement, moi, si je suis actionnaire d'Alice, ce n'est pas parce que j'ai des commissions d'Alice, mais je suis le fondateur d'Alice. Mais ça a pris quand même des mois et des mois pour faire ça. Et puis, par la suite, quand on voulait avoir la licence pour Microsoft de tout à l'heure, par exemple, pour avoir l'entente, il fallait toute une documentation. Si nous qui la préparons, on l'envoie, ils disent il faut que ça aille au secrétariat d'État, puis ça a traîné, puis là, je pense ça a dû être jeté quelque part.
C'est triste. Restons dans le positif. Il y a beaucoup de jeunes en Algérie. Ils ont beaucoup de talent, ils ont beaucoup de connaissances et de la volonté. Ceux qui sont venus aujourd'hui participer à ce webinaire, ça veut dire qu'ils ont suffisamment de volonté et d'intérêt pour démarrer des entreprises parce qu'à mon avis, l'avenir de l'Algérie passe par l'entrepreneuriat et passe par les jeunes. Et aujourd'hui, avec l'Internet, les opportunités sont encore plus grandes parce que, et ça je ne cesse de le dire à notre pays, aux gens dans notre pays, il y a une opportunité aujourd'hui, on a des jeunes, il y a du talent, formons-les bien comme il faut, ils peuvent développer des produits qu'ils peuvent vendre à travers Internet, prendre des paiements par carte de crédit, ils n'ont même pas besoin de quitter l'Algérie. Ils peuvent faire tout ça là-bas et vendre à l'étranger. Et on a dit à l'époque, parce que nous, on ne sera plus là dans pas longtemps, parce que j'ai dit, on avait, oui, de l'amour pour aider le pays et tout, mais on commence à être pas mal vieillot. Et là, il faut penser à la nouvelle génération. Donc, par exemple, moi, il y a peut-être 30 ans, si on avait pensé à ce que je revienne, oui, mais aujourd'hui, c'est impensable. Donc, il faut penser à ça, puis les aider peut-être à augmenter le standard de qualité des produits qu'ils développent. Et puis voilà, ce serait une porte de sortie. Ouais. Bien dit, Bachir. Enfin, là, on voit très bien que la nouvelle loi de finances, le projet de loi de finances qui est en train d'être voté là, ces jours-ci, finalement consacre le rôle du digital. Mais c'est laborieux, hein, c'est laborieux. Mais finalement, il consacre et ça va peut-être. Et finalement, il consacre aussi le mobile payment qui avait été freiné au cours quasiment des 7-8 dernières années, voire 10 dernières années. Donc, tout ça, c'est des signaux positifs, mais positifs sous la contrainte. Donc, on s'en fout que ce soit sous la contrainte. Le plus important, c'est que maintenant, cette génération doit s'emparer de ces petites avancées pour en faire de grands projets. Oui. Effectivement. Merci, Ali, de m'avoir donné la parole. C'est un plaisir, Slim. Alors, Ali, si je peux intervenir pour une fois. Oui, Claude, vas-y. Vas-y, Claude. J'entendais Slim et Bachir là parler. Pour moi, il n'y a pas des opportunités. On crée des opportunités. Peu importe le milieu, en temps de guerre, pas en temps de guerre. Donc, j'ai un moment de croissance économique, de Covid ou quoi que ce soit. En fait, c'est ça l'entrepreneuriat. Ce n'est pas des opportunités qui sont là à ramasser puis que les autres ne voient pas puis que nous, on a vu. C'est qu'on les a créées parce qu'on avait des connaissances, un réseau, une aptitude à faire quelque chose, un contact, la coïncidence, le hasard du moment, quoi que ce soit, qu'on est au bon endroit, assis à côté d'une bonne personne. Donc, il faut créer des opportunités. Et ça m'ennuie toujours quand les gens disent il y a des opportunités et ils sont là. Non, elles ne sont pas là. Les opportunités n'existent pas en soi. Entreprendre, c'est une création intellectuelle. C'est de mettre des choses ensemble, c'est de faire un patchwork, c'est de faire une courte pointe, c'est de prendre les éléments. Vous savez, le patchwork, là, je ne sais plus comment on dit en arabe, hein, c'est la courte pointe ou quoi, là. J'aime ça à l'île de la Réunion, on appelle ça le tapis mendiant. Vous savez que tout le monde dit ça, c'est des ordures, ça ne sert à rien, c'est là. Puis vous allez les agencer, vous allez les mettre ensemble et vous allez faire, comme on dit, nous, une courte pointe, c'est une œuvre d'art. Ce n'est pas un puzzle, hein. Ce n'est pas un puzzle, c'est quelque chose que vous créez qui a de la valeur pour d'autres, alors que vous avez créé ça avec des éléments qui étaient là pour tout le monde. C'était là pour tout le monde. Et je me retrouvais un peu dans ce que disait Bachir aussi. Moi, ce n'était pas un vélo, c'était une mobilette. J'avais une mobilette et j'allais plus vite que celle qui allait en vélo. Moi. Et j'ai eu le même parcours. Et j'avais même une mobilette à 14 ans, 13 ans, alors qu'il fallait avoir 14 ans, j'étais un illégal. Mais j'étais la seule mobilette de l'école. Alors moi, ce n'était pas 20 centimes. Moi, c'était j'emmenais les petites copines derrière aussi ou les petits copains derrière ma mobilette et ça, c'était encore plus plaisant. Hein. C'était dans cet esprit-là. Mais c'est parce que mon grand-père m'avait offert une mobilette à 13 ans et j'ai eu ça. Et c'est avec ça que j'ai fait quelque chose. Hein, c'est comme votre vélo, vous n'avez pas pensé à acheter le vélo pour faire donc c'est un moment, il n'y avait pas une opportunité pour tout le monde d'acheter un vélo et de faire des tours de vélo. Vous avez créé. C'est ça, amener de la valeur en tant qu'entrepreneur. C'est bien d'être dans un esprit entrepreneurial comme ça et de saisir et de ne pas regarder la complexité de l'opportunité
mais de regarder l'opportunité en tant que telle et d'essayer de la réaliser. Mais rien n'empêche aussi de garder le cap sur l'écosystème et faire en sorte que l'écosystème facilite. Parce que naturellement, un entrepreneur, évidemment, va tenter de réaliser son projet, mais il va essayer de faciliter la concrétisation aussi de son projet. Il ne va pas se dire il n'y a que des obstacles et bon, les obstacles, je vais passer mon temps à les contourner. Je vais contourner les obstacles, je vais franchir les obstacles et je vais travailler à détruire les obstacles. Donc, il y a 3 axes qu'il faut absolument toujours garder à l'esprit parce que sinon on va créer une société complètement individualiste dans laquelle on ne va pas se préoccuper des autres. Il y en a qui ont un esprit un peu moins entrepreneurial que nous et donc forcément, ils vont faire face à des obstacles qui vont être majeurs. Ça ne veut pas dire qu'ils sont moins bons, ça veut dire simplement qui sont peut-être moins battants par rapport à la bureaucratie qui est en face d'eux. Donc, il faut s'impliquer dans la vie de la société civile pour que la bureaucratie soit au service du citoyen et au service des opportunités et non le contraire. Il faut toujours prendre aussi quand même, comme vous le dites, l'environnement, parce que moi, je vais souvent dans des pays où effectivement on me dit « Ah ouais, mais on n'est pas au Canada, c'est facile d'entreprendre, vous avez des possibilités bancaires ici, et votre système Internet, quoi que ce soit. » Mais je dis au contraire, nous, quand on est dans des pays comme ça, on a plein de concurrence, parce que plein de gens peuvent démarrer des gens. Et quand je passe dans des pays comme le vôtre, je dis, si je m'installe là, il y a plein de choses à faire. Moi, je ne vois pas, non pas les opportunités, je vois des choses à faire, que je dis, je vais prendre ci, je vais prendre ça, et il y a moins de concurrence. Parce que vous avez des pays comme ça où vous avez moins de concurrence, entre guillemets. Les obstacles sont là, vous avez tout à fait raison là. Mais moi, je le vois avec un autre trait, je ne le vois pas avec un obstacle. Je vois qu'il y a moins de personnes qui sont prêtes à contourner l'obstacle. Et être entrepreneur, c'est un petit peu à la limite être un corsaire. Hein, c'est de sortir des sentiers battus. C'est pas prendre l'autoroute ou les rails. Ça, on va tous au même endroit à la même vitesse. Alors, c'est ce côté-là et on peut toujours, effectivement, hein, quand on arrive dans certains pays, avec une vision autre, et si on ne voit que les obstacles, et comme on dit, hein, celui qui a le nez collé contre la vitre, il n'a plus de recul. Il suffit des fois de venir un peu de l'extérieur et de voir tout le potentiel qu'on peut bâtir. Pas qu'il est là, parce qu'il est là pour tout le monde, mais que c'est une question de vision, de voir les choses sous un autre angle. Hein. C'est sous l'autre angle qu'il faut voir les choses. Ouais, bon, mais il y a des entrepreneurs qui adorent les obstacles. Moi, j'en fais partie. Et plus il y en a, et plus j'exprime mon talent, c'est tout. Mais il y a toute forme d'entrepreneur, il y a toute forme d'entrepreneuriat. Et le plus important, c'est de garder le cap. Et le plus important, c'est de se dire qu'on n'est pas seul, qu'on vit dans une société et que l'écosystème nous porte. Et nous devons aussi porter l'écosystème. Donc, il y a une espèce d'aller-retour. Parce que si on se met dans une logique de « je n'ai pas besoin de porter l'écosystème », on perd à un moment. Et l'absence de concurrence est un handicap pour les entrepreneurs. De se dire « bon, il y a beaucoup d'obstacles, c'est très bien, il n'y a pas beaucoup de concurrence ». C'est peut-être aussi un côté négatif. Moi, je préfère quand il y a beaucoup de concurrents me battre contre eux. Quand vous parlez de corsaire, un corsaire, plus il va au combat et plus il va s'aguerrir. Et c'est très, très important d'avoir beaucoup de concurrents. Et on le voit très bien dans les secteurs d'activité en Algérie où il y a eu beaucoup de concurrence. Ce sont les secteurs qui se sont le mieux développés et pour lesquels nous avons aujourd'hui, si vous regardez le secteur industriel et même le secteur des services, vous allez voir qu'il y a de plus en plus d'entreprises qui sont de classe internationale. Malheureusement, elles n'ont pas pu exprimer leur talent, leur potentiel à cause justement de l'écosystème dans lequel elles sont, qui ne leur a pas permis, en fait, par exemple, de se déployer à l'international proprement et dans les règles de l'art. Voilà. Désolé hein, de mon intrusion dans votre séminaire. Mais, moi aussi, là. Mais vous savez par la force des choses. L'obstacle est une vision de l'esprit. Hein. C'est comme une force et une faiblesse. C'est une façon de voir la chose. Et à la limite, on peut voir un obstacle au contraire, comme une facilité à faire quelque chose. Parce que si c'est un obstacle, c'est peut-être pour les autres qui voient ça comme un obstacle. Et moi, si je ne le vois plus comme un obstacle, ça me donne une grande force à ce niveau-là. Alors, des fois, il y a une façon de voir la chose avant tout. Alors, merci. Bachir, moi, j'ai une question. C'est la menace qui devient une opportunité. C'est Bachir, moi, j'ai une question. Si c'était à refaire, qu'est-ce que tu aurais fait différemment? À première vue, rien. Rien de différent parce que c'est… Moi, je peux répondre à sa place. Il aurait refait la même chose chez oui. Non, je vais répondre à sa place.
si c'était à refaire, il aurait commencé à fumer beaucoup plus tard. Il aurait profité des cigares maintenant. C'est vrai, moi je pensais qu'il parlait des entreprises, mais effectivement j'étais fumeur, mais j'ai arrêté et quand même je suis content d'avoir fait ça. Mais c'est bon. Non, écoute, ce sont des choses qui sont venues, ça peut surprendre parce que là, c'est surtout les jeunes qui nous écoutent et quelles leçons ils peuvent tirer de ça ou quel message ils peuvent retenir de ça. Et ce sont des événements qui arrivent, puis il faut déceler. C'est vrai que les opportunités ne se présentent pas à nous comme ça pour dire hey, je suis une opportunité, saute sur moi, mais plutôt on identifie parce que le fil conducteur dans les situations ou les entreprises que j'ai eues ou les projets que j'ai eus, il y a quand même quelque chose qui est assez commun. C'est que déjà tout petit, quand je faisais le jouet, je ne le faisais pas pour le vendre, je le faisais pour moi. Je m'ennuyais, il n'y avait rien à faire. Donc, il fallait que je fasse un jouet. Puis là, tu fais un jouet, puis c'est comme tous les autres. Ben, ça, c'est un état d'esprit. Tu dis, ben, j'aimerais ça faire quelque chose qui ressemble au tracteur que je vois à côté. Mais c'est compliqué. Donc là, toi, tu sais, tu dis, ah non, c'est compliqué, je ne vais pas faire. Ou tu dis, je vais essayer. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai essayé, puis quand je l'ai fait, ben, le premier à être impressionné, c'est moi. J'étais content. Je dis, ah ben dis donc, je vois comment ça tourne parce que j'ai analysé, je regardais le tracteur, je voyais qu'est-ce qui faisait que ça faisait tourner les roues d'un sens et l'autre. Et puis quand c'est fait, après ça, ça a plu. Ça m'avait plu à moi. Donc déjà, le client, si tu penses à un marché, il faut que tu te considères toi premier client. Est-ce que tu achèterais ce produit? Oui. Et là, après, les autres l'ont vu. Ils ont dit oui. Donc, il y a une demande. Mais la demande, elle ne devient réelle que, comme l'a dit l'autre plus tôt, que lorsque quelqu'un est prêt à payer. Quand je leur ai dit, vous me donnez des œufs, ils ont donné des œufs. Quand j'ai dit, vous me donnez des céréales, du blé, ils ont donné. Ça veut dire qu'il y a un marché. Mais bon, je n'ai pas passé ma vie à faire ça. Moi, c'était juste assez. À un moment donné, tu accumules. Puis là, tu dis, ben oui, j'ai envie d'avoir des bonbons, puis des biscuits, tout ça. J'ai sauté certaines étapes parce que la business roulait bien l'été. Là, je ne m'ennuie plus l'été. L'été, par exemple, à un moment donné, j'achetais des biscuits pour ceux de ma génération. Peut-être peut se rappeler des biscuits qui sont deux ensemble, enroulés avec un papier, puis un des papiers va à l'intérieur, puis il y a un nombre qui est entre, je ne sais pas moi, 10 et 22. Et ces tombola, ils appellent ça les biscuits tombola. Et alors moi, j'ai fait quelque chose qui est un péché, j'imagine, parce que j'ai démarré le premier casino au Douar chez nous. Et c'est les dames, les mères et les tantes qui faisaient ça. Fait qu'à chaque fois, ils disent, Bachir, ramène-nous la boîte. Alors elle lui dit, prends-toi, ouvre, tu as 22, moi je gagne, donc c'est toi qui payes. Et chaque fois, elle passe l'après-midi comme ça, au lieu de peut-être d'accumuler des péchés en parlant des autres, elle jouait comme ça, mais moi je gagnais tout le temps. Parce qu'à chaque fois qu'une gagnait, à un moment donné, je leur ai dit, si vous ennuyez avec juste une, vous prenez deux. Comme ça, vous faites la somme. Là, elles ont appris à faire l'addition. Parce que la campagne, aucune d'elles n'est allée à l'école. Mais la business roulait, j'ai pu acheter mon vélo plus vite. J'ai jamais pensé louer mon vélo. Jusqu'au jour où quelqu'un dit, passe-le-moi. Oui, mais deux, à un moment donné, tu dis, attends. Et en passant, Bachir, tu as créé la première filiale d'Uber en 64 où ils ont un lift maintenant qui est des trottinettes. Tu déverrouilles avec ton smartphone et tu fais un petit tour. Donc, Exactement. Donc, quand tu dis, le message aux jeunes qui nous écoutent, c'est que c'est sûr, vous ne pouvez pas penser à ça parce que les choses ont évolué. Mais à un moment donné, vous allez faire quelque chose. Vous n'acceptez pas. Ce que je disais dans mon message, c'est que n'acceptez pas le statu quo. Questionnez les choses. Même si parfois on ne questionne pas. Tu dis, mais c'est quoi l'intérêt de dire pourquoi la tonalité? C'est le début de la compagnie que j'ai aujourd'hui, d'une certaine façon. Aujourd'hui, moi, quand je décroche le téléphone au bureau, il ne va pas me donner la tonalité. Il va me dire, que puis-je faire pour vous? Et si je lui dis, je voudrais la prochaine fois, à chaque fois que je décroche, tu me dis combien de messages vocaux j'ai. Il me dit combien de messages vocaux. Puis il va me parler dans ma langue, parce qu'ici, moi, je suis francophone, et un autre qui est abonné, qui est anglophone, il va lui parler en anglais. C'est ça, c'est de croire en ses idées et d'aller aussi loin qu'on peut. Et puis après, si j'avais fait tout ça, puis personne n'est intéressé, j'aurais fermé boutique, c'est sûr. Mais lorsque j'ai vu, j'en ai parlé un petit peu, donc contrairement à ce qui a été proposé auparavant, comme quoi il ne faut pas en parler du tout, il faut valider un peu certaines. Est-ce qu'il y a un marché? Est-ce qu'il y a un peu d'appétit? Une fois qu'il y a d'appétit, c'est sûr que s'il n'a pas payé, comme a dit l'autre, ce n'est pas encore de marché. Mais quand tu sais que ce n'est pas un parent, ce n'est pas quelqu'un qui te dit par gentillesse, mais plutôt quelqu'un qui serait vraiment prêt à acheter ça, tu y vas et tu prends le risque. Le risque, il n'y a jamais rien sans risque. Et voilà. Puis moi, je dis, c'est pour ça que je me présente toujours comme étant
chanceux, parce qu'il y a beaucoup de chance là-dedans, mais aussi je suis fonceur et têtu. Et puis, comme le l'échec disait, est important parfois, Bachir. Il faut exactement, parler. non, c'est les meilleures leçons viennent de l'échec. Il faut dire échec, comment on peut se relever et aller à la prochaine. Puis ça, bon, je pense ça, c'est Ali, je ne sais pas qui a conçu le programme, mais ça tombe bien, hein, parce qu'il y a des gens qui ont parlé de théorie, de business plan, de voici ce qu'il faut faire, voici ce qu'il faut faire, voici ce qu'il faut faire. Et puis, quelqu'un qui n'a pas suivi malheureusement ça, qui n'a pas écouté ces présentations avant, qui a fait les choses comme ça, de manière instinctive, et puis qui a réalisé par la suite que c'est ça qui a fait que les choses ont marché. Donc, un bon exercice pratique, là. Même ce forum a été organisé d'une manière instinctive, ne vous inquiétez pas. Mais en tout cas, c'est bien. Pour l'instant, là, pour le premier jour, vous pouvez dire, selon moi, mission accomplie. J'étais là et c'est bien fait. Merci beaucoup. C'est grâce à tous nos experts qui travaillent avec nous, la diaspora, tous les professeurs qui ont adhéré à cette initiative. Merci à tous. Effectivement, il y a de quoi être fier. Là, j'ai vu les noms des participants. Là, c'est vraiment bien. J'espère que ça va se répéter. Inch'Allah. Non, non, avec le Zoom maintenant, merci à Zoom. Hein. Merci à Covid. Merci à Covid. Merci à Covid. Je suis encore en train d'acheter des billets d'avion. Le Covid, il a accéléré absolument tout, même la transformation digitale de l'Algérie. Ouais. Il nous a fait même optimiser les charges de la logistique. Exactement, exactement. L'organisation, les déplacements, avec Béchir, ça fait une année, Béchir, ou 2 ans qu'on avait programmé une conférence à Sitif. Oui, exactement, exactement. Avec Slim et tout ça. 2 ans. Ouais. Non, mais vraiment, et je ne sais pas, j'ai regardé les dernières communications entre nous où est-ce que je te disais, ben, écoute, là, ça y est, je vais organiser, je vais voir avec l'agence, je me débrouille, je m'en viens. Puis là, après, hop, les élections et le Hirak, qui sont venus chambouler tout ça. Et puis après, bon, ben, en tout cas, je suis content que tu vas mieux parce que j'ai appris aussi que tu as eu un incident ou accident. Alors, bon. Merci à Covid. Oui, voilà. Covid a facilité les choses. Qui a fait. Oui, vous savez, juste à titre, si vous ne le savez pas, mais en tout cas ici, beaucoup d'entreprises, incluant le gouvernement du Québec et du Canada, ont décidé que certaines fonctions vont continuer à faire du télétravail. Rani, tout ça, là, vous suivez ça ici. Là, puis l'autre fille, ouais. Ben, c'est ça. Donc, c'est bien. Moi, je suis pas en train de regarder, c'est Ali, je suis pas en train de regarder les Q&A puis Oui, le chat. justement, je suis en train de Alors, voir. s'il y a des gens de, je vois, enfin, j'ai vu un peu, mais bon, bah, je suis en train de parler, donc je peux pas répondre. Mais s'il y a des questions, je pense qu'il y a 3 qui ont levé la main. Donc, on peut leur donner la parole. Ok, peut-être je vais commencer par M. Benoudina. Benoudina. Oui. Benoudina, تفضل. C'est bon, monsieur Benoudina. Il est en mute encore, mais bon, il faudrait. Veuillez s'attendre. Il faut activer le micro. En bas à gauche. Vous pouvez, je pense que vous pouvez l'activer. Hein, vous pouvez aller voir en haut puis activer son micro. Chez moi, il est activé. Pour Benoudina? Oui. Benoudina. Non, pour Benoudina, allez sur le Benoudina, peut-être en haut à droite, vous allez trouver la possibilité de lui activer son micro à lui. Oui, j'ai activé son micro. Ouais, mais Benoudina, mais il est toujours désactivé. Oui. Non, non, elle est activée. On passe au deuxième, Zaidi Mohamed. Zaidi Mohamed.
Ah, lui, il est activé maintenant. Oui. Salam. يعطيكم الصحة بزاف على الانيسياتيف. بون انا ايتيديون راني ايتيديون في لينيلاك في بومرداس. حبيت نعرف عندي توجه في الدومين اوتوموتيف. راني شغل حاب نديماري ستارت اب تاعي كونسيرنون لي باتري لي سيستيم دو باتري مانجمنت سيستمز. فوالا. اوكي. صافي لونطون وانا شغل حاب نديماري هذا البروجي. مي دونك مازالني ايتيديون. بون خدمت انا ديجا في الدومين هذا عند لي ستاسيون سيرفيس وكذا، وعاودت باك ودخلت نقرا في الانستيتيو هذا. دوكا مازال لي دوكا الحاجه اللي مخليتني مانيش مديماري انه دوكا شكون الكليون تاعك، شكون اللي راح يكون الكليون تاعك في هذا يعني كيما ديماري شركه اللي تخدم باتري مانجمنت سيستمز. فوالا هذه لا كيسيون تاعي. باسكو هنا اللي تهت انا. اوكي انا جو بي اسيي دو ريبوندر ا سا. سي كو انت تخدم في المشروع هذا تاع باتري مانجمنت سيستم، اسكو باسكو كاين مشكل وحاب تريغليه ولا جوست هكذاك باسكو حاب تعمل باتري مانجمنت سيستم؟ بون بيان سور there is someone here that is I should have speak in English. Yeah, all right. Well, I'm an electrical engineering student, so like keeping updated with what's going on in the world, and especially in Europe, and the vision of the 2030 of Europe that is mainly focused on getting rid of all petrol and diesel cars and converting to electrical cars. This actually is a huge market if we invest in it from now on, because it requires research and of course funds. So I think even the latest study that I have put my hands on said that even Europe will not have enough resources to fund or to provide batteries for the car industry in the near future. So I think I thought it will be nice to think about it and start it from here. But will it be possible, like in terms of technology and also the trade as going from here to there? Because as we all know, there is only mainly one way, always from Europe to Algeria, or from China to Algeria, or from US to Algeria. But what's going out of Algeria is mainly petrol and other products, of course, but it's mainly about oil and this. So this is what is actually giving me headaches for so long. And I'm sorry if it's like it's very stressing to talk to such great people like you. So that's why I'm having the stress and everything. Thank you. No, don't be stressed. First of all, if you talk about business opportunity, then you have to define it very clearly, and the best time is now, not after you decide to go out and let people know that you have this idea or you have this project. You need to identify which problem are you trying to solve, first of all. Yes, electric cars are here to stay, and the market is going to grow. You know, there are a lot of companies who investing in this space. Now, there are different aspects that you could address for the electrical car market. Are you going to manufacture new batteries? Is that what you mean by battery management system? Are you going to recharge, find a way to recharge them faster than the way they're being recharged now? Are you finding a mechanism that would enable to recycle things, batteries? Or you have to identify, first of all, where's the problem, where's the pain? And then after that, you have to identify if you have the skill set to address that pain and to say, I can solve that problem, and I don't know of any other people who could. Like, obviously, if it was easy to solve, then everybody else, a lot of people would have solved it.
But in this case, you say, well, I have a skill set that's different than others, and therefore I would invest my time. After that, you would worry about exporting from Algeria to the rest of the world. Obviously, we all feel sorry for our country being a big importer and almost a zero exporter. And it's been years and decades that people before us have raised this issue, and they said, we're going to convert Algeria into a country that exports other things than oil. But it looks like oil was given to us by God, and there's not much effort for us to get money out of it. So we actually hire foreigners to get it and to drill and pump it and clean it and sell it and just give us the cash and transfer it to our bank account. So that makes us lazy. And that, you know, when you have all this income from a source that is coming from underground, you're not tempted and you're not motivated to invest in research, to invest in ideas like yours. So don't count on the government to help you on that. But first, you have to do your own homework, which is what market are you trying to address? What's the need that you want to fulfill? And do you have the capacity in terms of skill set and to do it? And then if that's the case, then do a small prototype. Do something, whatever. If it's a battery, then do a small battery and just test it. If it is a system that would recharge the charged battery faster, then just at least to have like a proof of concept. And then after that, you could go to the next step. But I think if you have attended the presentation of Lotfi earlier, Lotfi Belkhir, it's an excellent presentation. Also the one of Dominic is great. I hope that both of them, I understand that Dominic is in Algeria, but Lotfi is probably here in Canada. So I hope that they would have the opportunity, other opportunities like this one, to share their knowledge with you, because I think you'll gain a lot from this. Intervenir, rajouter peut-être? Yes. OK, تفضل سي مصطفى. Je pense que dans ce cas, parce que le domaine HADA, normalement, c'est l'État qui doit... Il n'y a pas une politique générale de l'État dans ce domaine. Donc, on peut rien faire à titre personnel. S'il y a une politique de l'État, on peut dire, voilà, il faut des investissements. Moi, qu'est-ce que je lui propose de faire son étude? Il a l'idée, essayer de faire une étude de faisabilité s'il arrive à faire quelque chose. Si ça marche, on pense à déposer un brevet... Donc, merci algérien, ou bien aller beaucoup aussi et essayer de négocier avec les grands, fabricants dans ce domaine. Le grand problème de la voiture, de la batterie, la voiture électrique, tout ça, on sait très bien. Donc, il faut négocier. Peut-être il faut déjà avoir un brevet et essayer de négocier avec les grands fabricants. En Algérie, je pense. Donc, il n'y a pas une politique de l'État derrière, on ne peut rien faire. Voilà. Il y a aussi le professeur algérien Karim Zghim, qui est actuellement directeur du centre de recherche à Hydro-Québec et qui est spécialiste dans les batteries hybrides, je pense. Donc, il va intervenir après-demain. Il aura une conférence. Donc, vous pouvez lui poser aussi cette question. Oui, mais pour cette question, je pense qu'il est... Mr. Baziz, who wants to give you the answer. Pardon. Je pense que la réponse à cette question va au-delà de la technologie et des techniques, au fait. C'est un petit peu le fonctionnement des écosystèmes. En Algérie, on n'a pas encore un écosystème favorable à l'intégration des startups innovantes qui, justement, permettent en fait d'offrir une bourse de besoins. Parce que là, je comprends le jeune, et il a peur de s'avancer et de ne pas trouver un marché. Et la plupart des entreprises, des startups innovantes en Algérie qui meurent, la plupart parce qu'ils ont de très bonnes idées innovantes, mais à côté, il n'y a pas un marché. Et je pense que c'est cette dualité-là de marché en face, idées innovantes en face d'un marché inexistant ou qui s'exprime plutôt mal
qui exprime plutôt mal ses besoins, c'est là le problème, je pense. Est-ce que je peux rajouter c'est juste ma conférence du 29 va essayer justement de répondre à un certain nombre de ces questions. Est-ce que je peux rajouter quelque chose? Oui, rapidement, c'est Mustafa. Juste les trois acteurs dans le domaine de l'environnement, il y a l'État, il y a l'entreprise et il y a le citoyen. Et dans les trois acteurs, je peux dire qu'il n'y a personne qui joue son rôle actuellement en Algérie. Donc, il y a une politique générale de l'État pour protéger l'environnement, mais les entreprises, avec leurs responsabilités, avec la protection de l'écosystème, avec le citoyen, il y a un problème. C'est de l'écosystème. L'écosystème, justement, le gouvernement actuellement est en train de travailler sur l'écosystème. Il y a toute une volonté politique des pouvoirs publics de travailler sur l'écosystème. Donc, on laisse le truc de l'écosystème pour une autre conférence qui va être animée c'est Abdelkader Baziz. Donc, parce que c'est un autre débat, je préfère de donner aussi la parole, si vous me permettez, à d'autres. Rapidement, Lilia Ghadabna. Assalamu alaikum. I'm Lilia Ghadabna. I am the director of Entrepreneurship House of University of Al-Baqi. First of all, I want to thank you for this conference. It was really very important and interested subject, especially in these days. My question is how can we speed this important job without improve our educational system? And I want to know the challenges that we need to get in the short and long time, especially when we have all this resistant background to take risks and get next steps to motivate the youth to get more innovative, more creative, more. So this is how can we make the equilibrium between innovations and how we say it, the politic, this slow politic changing, especially in this moments. And thank you one more time. Thank you. Okay, well, first, education is very important. It's the backbone of everything. If you don't have a good education system, then you cannot think of a future, a bright future. It starts there, but that obviously belongs to government. They have to invest in education, improve classes, provide equipment and technology, so for those who need technology. And I think every domain now in schools requires technology. So I think this is the area where the government should have invested and should invest today, because we're behind. That's number one. The second thing, unfortunately, we built a culture over decades, like several years. We built this behavior or culture of waiting always for government to do something for us. I mean, I'm a bit surprised that even in our discussion here on this panel, we're saying, well, yeah, but the government has to come up with a new system, new law or new whatever decision to allow people to build maybe products in the energy sector or environment sector or something like that. The government should, first of all, educate its population. Second is give it the freedom to innovate and to create. And the third is to subsidize risks. So the government should be telling people, if you want to take a risk, I will be with you. I will share the risk with you. I will fund that. But show me that you have a project that has potential,
maybe get people, experts like the ones that we heard today, and maybe that we will be hearing in the next few days, who could coach young entrepreneurs in Algeria while they want to make their dreams happen and develop ideas. Government has to share the risk. I mean, even in the Western world, in Canada, US, and Europe, government is always there to fund research and development activities. So the only thing is you have to me, you have to keep in believing in yourself. You have to realize that the difficulties that you and others are facing in our country, well, look, it's almost on the same playing field. So you have to get out of that and try to create something. Obviously, it's not as simple as if you were in a country that is already open to innovation, open to private enterprise, and believes in private enterprise. But still, I think you could find ways there. Just keep at it. We cannot change the government. I mean, they are changing. As you said, it's slow, but it looks like they're going in the right direction. I don't want to sound pessimistic, but I have heard, changes in the past that didn't really happen. They went the wrong direction. I hope that this one will go in the right direction and will deliver. We all wish that, inshallah. Yeah. Inshallah. Merci. Donc, Monsieur Walid. Monsieur Walid. Alors. Activez le micro. Il faut activer le micro. Monsieur Walid. On passe à un autre. Badrouni. On ne peut pas passer toutes les questions parce que... Badrouni. Ah, voilà, Badrouni. C'est bon? Est-ce que vous m'entendez? Très bien. Oui, très bien. Voilà, je suis Mohamed Badrouni, je suis ici à San Diego, Californie. J'ai une longue expérience dans le domaine de entrepreneurship education and ecosystem development, being involved in projects and grants with State Department covering all the MENA regions. I would love to have the chance to at least make a presentation to this conference. Hopefully, maybe next time I am able to do it. The couple of observations before my questions is having studied the Algerian system and being involved in it for the past 10 years, I think there is a focus on funding and financing, and the training and education is lacking. There is almost right now, if you go from, there is now an entrepreneurship center, top-class entrepreneurship center at any of the Algerian universities. The question I'm asking is, how can we focus on startup to create growth companies, champion when there is no entrepreneurship education, there is no training, and if we really want to create thousands and thousands of SMEs and the startups that will meet the Algerian market, we need to invest in training education. And in this regard, I mean, I did a lot of work that I can share with you, and I hope I get a chance to. I don't want to take a lot of time talking about that, but these are the major questions I am addressing to the panel. Yeah, I don't know if this question is to me, but obviously if you want to participate in the conference, they're here, Si Ali and his team can probably get your coordinates and consider you for next conference. Obviously, if you have something to contribute, I think they would be more than happy to have you. Regarding in Algeria, so actually, so your question was about the entrepreneurship in universities. I think there's an initiative in there. I see here and there that there are things happening, but I'm not the best person to answer that question. I also know that I have been invited by some incubators. So I was happily surprised
to learn about incubators in Algeria in high technology and startups and young people getting some funding. There was also, what was interesting is that they were partnering with some American startup incubators who fund the initiative. They actually select projects and then they invite the entrepreneurs to the US, set up meetings for them with American companies, either to sell licenses, to buy licenses, or to get acquired or merged or something like that. It was a very interesting thing, but the last I heard from the American guy who was working on that project is that he's no longer on that project. But there are initiatives like this. I don't know, you have to measure. Usually, you know, when you take initiatives like this, the habit that we have in Algeria is we start something, but we don't put any measurement criteria to say, when will we consider that this is a success or a failure? We have to measure, because if you invest money, if you invest resources, you need to know if you're getting what you're looking for. And so, I don't know, are there incubators now that are working well? How many startups actually flourished after going through an incubator? I don't know. So maybe someone else, maybe Ali can answer you that. Maybe he knows better, or someone else. I don't know. In Algeria, there is 2 incubators. There is 2 in Algiers. Incube Me and another co-worker. I think there is 2. Private incubator. On va faire la dernière, on va donner la dernière. I don't know if you follow. I just have to follow up question if you allow me, because I did a lot of work about Algeria, so I have some information that I want to share with you if you don't mind. Yes, you can give me your email address and I send you all information. No problem. I have a follow-up question regarding to what was said right now, so I just want to clarify something. If that's possible. Is that possible? I guess so. Yes. Regarding just the point that you raised, I have been involved in this couple of visits from startup to the US. There were a couple, they came 2013 and 2014 or 15. That was organized by the State Department. This was for 1-week visit. They visited Silicon Valley and Stanford University. And I worked as a consultant on the project, so I am really familiar to that. So the point. Sorry, Mr. Badroun, but I must give another person a chance. Yeah, but let me finish, man. I mean, I'm in the middle of my sentence. Please, because we have not time. No, but this is very important. But what I want to raise is that right now there is no systematic entrepreneurship training in any of the incubators in Algeria. If there is one, I know. I mean, I visited the one in Polytechnique a year ago, and that is the big issue. Thank you. Thank you very much. I don't know, just a question. Do we have ANVRADET, the Agence nationale de valorisation des résultats de la recherche et de développement technique? Elle existe toujours, l'ANVRADET. Oui, il y avait une certaine dame, Madame Jamila Halish, qui était la DG. Elle n'est plus, hein, je pense. Oui. J'ai rencontré la nouvelle qui récemment, au mois de mars, j'ai vu la nouvelle. Ok. J'ai rencontré la nouvelle, je pense que j'ai ma carte. Donc, on va donner la parole à une dernière. Donc, Abir Zerina. Salut. Salut. Salut, monsieur. Merci pour votre présentation. C'était vraiment touchante et motivante en même temps. Bon, actuellement, j'ai 2 questions. La première, c'était quelles sont les compétences qu'un manager a besoin d'avoir ou maîtriser avant de créer leur entreprise? S'il veut engager dans le domaine de la technologie et le commerce électronique, spécialement en Algérie.
Et ma deuxième question, c'était, actuellement, je fais un master en engineering management in the UK, and I already had a master of health and safety engineering in Algeria. So can you please advise me which is better, trying to create a company in domain of technology in the UK, or trying to go back to the country and creating the company there, which is best for us? Thank you. Yeah, Abir, this is a good question. First, yeah, if you could create it in the UK, then start there. I'm sure that the rules must be much clearer. I'm not saying this in the negative way. I'm just saying that UK has a culture of entrepreneurship. Algeria is trying to have a culture of entrepreneurship. There's hard work, and I think these conferences and what this institute in Sétif is doing is trying to, I think, spread the word that you could actually start businesses and you could do it the right way. But we're still not there. So yeah, first is try to see how you could start it in the UK. Then if you see there's an advantage in doing it in Algeria, obviously in Algeria you'll have less competition than if you are in the UK, as was mentioned earlier. The other thing is that you don't start a business without a goal, without, you know, that you want to fulfill a need that you think is not fully met in the market, and that you have some kind of unique value to bring to the table. So these are very important. And the fact that you're a manager, what kind of skills, I think if you're going into technology, then you need to know a little bit about technology. Because if I always advise anybody who asks me, don't invest or your time or money in a field that you don't know. You know, somebody who doesn't know cooking shouldn't open a restaurant. Don't go there and just say, I have money, I found a place somewhere, I'm going to invest there and get a cook, because then you will be the slave of the cook. The cook is the one who will decide how your business will go. So if you're going into technology, you have to know something about technology. You don't need to be a programmer, but you need to know about technology, who are the players, what are the differentiators, and so on and so on. And there should be a need, but I think, look, right now you're equipping yourself with good diplomas. I mean, you have a master's, 2 master's degrees soon, you're going to have that. You're already in the UK, which is a good exposure to the Western world and how entrepreneurship is going. You have the will. This is very important, is that you want to do something. This is key. Not many people have what you have, like wanting to open their own business. Then the rest is you have to evaluate the opportunities and jump as soon as you feel a little bit comfortable, and don't be afraid of the risks. Merci, Syed Bachir. Allô? Oui, moi je suis là. C'est Abir, on lui a répondu. Je ne sais pas si elle est. Are you happy with the answer? If you have, I don't know if we have time for clarifications, but I hope that I answered your question. Yeah. Thank you so much, sir. Thank you. Thank you. Monsieur Mzouane. Okay, Mzouane, we could hear you now. Go ahead. Allô? Yeah. Oui. On vous écoute. Oui, bonjour. Alors, Nabil Mzouane, I'm a sales director in charge. I'm a sales manager in a company that produce soft lithium-ion batteries. I'm in charge in Africa market. And my question is regarding Mr. Halimi, all your career. I want to know if you have, the worst case that you have faced during all your career, and what you have learned about it, and how you have made what you made in order to get rid of it. The worst situation that I faced and what I learned from there to avoid. I don't know. Because when we talk about something that didn't work the way we wanted, it didn't work on certain aspects. For example, for me, I was always driven by
the success of the idea, not the money, not the financial thing. So, and I'm always happy when the idea gets acceptance and gets deployed and people use it. So remember what I mentioned earlier, my biggest satisfaction is to help people, to put a smile on a certain face, you know, to realize that my ideas are accepted and are helping others. This is the key thing. Yeah, but apart from that, you would face obstacles, but I didn't face anything that really blocked me completely. I learned a lot. For example, you know, what I'm saying today as lessons, don't rely too much on others. If you have employees, if you're doing software and you have one software developer, you become like again, a hostage to that software developer if they are in bad faith, or if they want to almost blackmail you. So you have to be careful. You have to always have, as much as possible, your backup plans. You have to think ahead. You shouldn't be focusing on what's happening today. So like your head should be up, and you should be looking way ahead, so that whatever happens today, you know where you're going. And so you have to keep focused on that. And the main thing is do what you can, what you know that you can manage that. And each time you take a decision, if you can, and that, I think it's very important that you put the effort to see, what if it doesn't work? You say, okay, I'm going to turn left, I will find this. But then you have to always think, and if I turn left and I don't find that, what do I do? So if you think it ahead of time, then you wouldn't be surprised, then you wouldn't have a bad surprise. But fortunately for me, that's why I started my presentation saying that I'm one of the most fortunate people on this earth, is that I didn't get a big setback, like a failure. I didn't get that. It always worked as I wanted. I learned a lot of things, as I said. I'm not greedy. I don't do this for the money. And I'm very, you know, I had a very, very happy professional life. So the only thing is, look, just what I said, just believe in yourself. And if you get an issue, you just learn from it and move to the next step. Okay. Yeah. We can put it, we can say that we put in a certain way that, you know, we have worked hard for that. And it's not about luck. It's not only about luck. Yeah, there is a little bit of luck. No, there is a little bit of luck, because, for example, you're talking about lithium batteries. Yeah. There are a lot of people doing lithium batteries. So if I could be negative and tell you, my God, this is a crowded market. If you want to go there, what is your differentiator? You have to have something as a differentiator. But I'm sure you thought about that. And the key thing is that you don't have to be completely unique. That's something that has to be patented. There are a lot of companies that come with something with a little differentiator, and they position it well. And the differentiator is not always technology. Sometimes, as was mentioned in previous presentations, sometimes it's the way you market it, the way you deploy it, the way you support it, the way, you know, all of these things, you price it, all of these things can make a difference. And I'm sure, believe in yourself, and I'm sure it's going to go well. Look, if you want to dominate the world, if not, then you would be disappointed. Then prepare yourself. You're going to be disappointed. But if your goals are reasonable, I think you'll have a good life. Okay. Thank you. Donc, merci à tous les conférenciers. Merci Sid Bachir. Merci Mustafa, Si Abdelkader et Claude pour les interventions. Donc, merci à tous et ça sera un grand plaisir de vous voir demain, Inch'Allah.